Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thibaut Duchosal, entrepreneur, skieur, explorateur, qui va nous parler de son parcours audacieux. Bonjour Thibaut. Bonjour Ariane. Thibaut, pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous dire si dans ton enfance, il y avait des signaux un peu précurseurs de la tournure qu'a pris ensuite ta carrière professionnelle? Oui, je pense déjà qu'il y avait une fibre sport présente depuis très longtemps, puisque déjà tout petit, j'étais un peu touche à tout en termes de discipline, avec des facilités. Et c'est vrai que mon enfance, mon adolescence, j'ai mangé beaucoup de sport. Comment ça a tourné à un moment donné? Parce que le sport, ok, pour la partie skieur, mais ces envies d'exploration, d'événements et d'entrepreneuriat, comment ça s'est manifesté? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce démarrage? En fait, je pense que le sport est une école de la vie, en fait, et à travers les sports collectifs, les sports individuels, on est face à des challenges, face à soi, et en fait, on est tout le temps dans l'inconfort, dans la remise en question, et ça développe des personnalités pour plus tard. Donc je dirais qu'il y a une partie d'ADN qui est déjà présente, et puis l'autre partie de compétences, entre guillemets, on en fait l'acquisition au cours de notre enfance. Et le fait d'être non-stop dans le sport et dans la compétition aussi, parce que j'ai fait beaucoup de compétitions, je pense qu'en fait ça m'a aidé à me révéler, entre guillemets. Et alors le démarrage de ta carrière professionnelle, c'était à quel moment, quel âge et sur quel sujet? Alors, il y a vraiment deux phases en fait dans le démarrage de ma carrière professionnelle. Il y a la première phase, on va dire, quand je suis encore dans les études, où je suis à l'étranger, je fais un master polymer engineering, donc c'est génie des matières plastiques, où je suis tiraillé entre j'adore le sport et j'aimerais bien faire de ma vie, on va dire, une grande partie liée au sport, et puis il faut un métier dans la vie, et mes parents m'ont plutôt orienté sur un vrai métier entre guillemets, parce que le sport en France n'est pas reconnu tel quel, et donc je fais des études pour devenir ingénieur et avoir quelque chose de stable. En parallèle, au travers de ma carrière sportive, je suis quand même à une étape où dans le freeride en tout cas, je commence déjà à faire quelques voyages, notamment avec mon pote Stéphane Godin, photographe, avec qui à l'époque on commençait à voyager un peu, faire des reportages photos pour faire des parues presse, parce qu'à l'époque c'était ça en fait, hein. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était les magazines qu'on retrouvait à l'automne suivant. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, et là c'est la genèse de l'audace, en fait en 2004, parce que ça fait 20 ans maintenant, j'ai un grave accident dans le cadre d'un événement sportif d'ailleurs. À l'époque, je jouais encore au roller inline hockey. Et lors d'un échauffement d'un match à Lyon, mois de juin, il fait très chaud, et puis j'ai pas ma visière, et là je prends un coup de crosse dans l'œil. Et puis je m'écroule, sur le coup l'œil gonfle comme une balle de tennis. Je suis évacué directement aux urgences à Herriot, à Lyon. Une chance en fait finalement, parce que j'étais à côté et je me suis retrouvé au bon endroit. Quand j'arrive à Herriot, on me dit monsieur, vous allez rester. Bon, moi je me dis ok, juste le temps que mon œil dégonfle, pas de problème. Et puis en fait 7 jours plus tard, quand je passe dans la salle avec le chirurgien, mon œil a dégonflé, il peut faire un fond d'œil, et là il me dit c'est terminé la vision quoi. Alors sur le coup je lui dis comment ça? Non mais d'accord, ok, mais quand est-ce que je peux recommencer quoi? Et là il me dit non, c'est fini.
Je dis d'accord, ok, très bien, mais quand est-ce que je vais revoir, quand est-ce que je vais partir, quand est-ce que je peux reprendre ma vie, quoi. Et là, en fait, moi, j'avais pas compris le message qu'il voulait passer, mais il me disait vraiment que la vision de l'œil droit, en tout cas de l'œil qui était accidenté, était terminée. Et s'en est suivi, en fait, 3 mois d'hôpital, enfin 2 mois et demi, dans lequel j'ai eu beaucoup plus de bas que de haut, avec des rechutes, avec une tension oculaire énorme, avec 3 opérations. Bref, je passe mon été à l'hôpital, et à la fin de l'été, donc j'arrive enfin à m'échapper de l'hôpital, puisque l'œil était stabilisé. Et là, en partant, le chirurgien me dit, écoutez, voilà, monsieur Duchosal, votre œil, il est vraiment dans un sale état, très instable. Moi, ce que je vous conseille pour le reste de votre vie, c'est de rester assez tranquille, pas de vibration, pas de risque, parce que sinon, vous allez revenir, quoi. Et en fait, au cours de cet été, moi, j'ai vu passer tellement de personnes à côté de moi dans la chambre. J'étais un peu l'ancien de l'hôpital, entre guillemets, parce que forcément, j'en ai vu passer des collègues, avec tous des histoires abracadabrantesques, et me montrant qu'en fait, tout va très vite dans la vie. Je sors de l'hôpital et je me dis, en fait, voilà, j'étais en train de finir mon master, il me restait ma dernière année à faire. En fait, je vais pas écouter le chirurgien. Et moi, voilà, j'ai envie de faire du sport. Ma carrière de freeride, elle était un peu lancée. Et là, je me suis dit, allez, bingo, je vais faire freerider professionnel. C'est mon souhait. Et maintenant, je vais suivre ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, je pars pour une carrière de freerider alors que j'en avais l'interdiction totale d'un point de vue médicinal. Puis voilà le début de l'histoire, en fait. Et ton œil, du coup? Mon œil, comme je dis toujours, alors il a tenu le choc à travers les années. Mais pour résumer, en fait, avant l'accident, j'avais 10 de vision sur les 2 yeux. Après accident, pour résumer, j'ai une vision périphérique cryptée Canal+, et un point noir central, puisqu'en fait j'ai pris un hématome sur la macula, qui est une partie qui se régénère pas. Donc en fait, je suis à -3. Et si on parle de handicap, j'ai 30% d'ITT. Alors moi, j'en parle jamais parce que je considère que je ne le suis pas. Mais voilà la réalité de mon œil droit aujourd'hui. Et en 2004, évidemment. Et tu dirais que dans ta carrière d'athlète, derrière, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as une lecture différente du terrain ou une façon de rider qui a évolué? Alors, dans la carrière d'athlète, ça a été très dur au début parce qu'en fait, j'ai pas de profondeur ou de perception de profondeur. Donc, les premiers temps ont été très compliqués. Anecdote toute simple, mais qui m'est arrivée très souvent la première année. Je me suis pris des arbres, des branches d'arbres, des panneaux. À la maison, quand je me servais de l'eau, je visais à côté du verre parce que j'avais plus de profondeur. J'avais aussi lié au traitement que j'ai eu pendant 3 mois, l'iris et la pupille qui sont restés dilatés, enfin iris décroché et pupille dilatée, donc des halos lumineux, vision en double. Donc la première année a été assez difficile, mais peu importe, moi je savais où j'allais, donc je me suis accroché. Et puis le cerveau est assez magique et fait des miracles. Et du coup, en fait, je me suis adapté. Et au bout d'1 an, pour moi, c'était comme avant, quoi. En fait, je pense que l'œil gauche a aussi pris le dessus, que le cerveau a fait le reste du chemin. Et voilà. Après, j'étais normal, en fait. Ou en tout cas, je ne peux pas avoir de comparaison puisque finalement, j'ai pas pratiqué à ce niveau avec 2 yeux une vision parfaite. Mais pour moi, il y avait plus de différence, ou il y en a pas d'ailleurs. Alors, juste pour être sûr, ça veut dire que, par exemple, tu avais des perceptions de pente qui pouvaient être complètement faussées. Par rapport à la réalité, oui. Ouais, totalement. Ouais. Ok. C'était ma perception de la pente, en tout cas. C'est très engagé, ça, comme pratique du freeride. Comment t'as fait la bascule entre ta vie de skieur à très haut niveau et puis les 1000 carrières professionnelles que tu as aujourd'hui? En fait, ça s'est fait progressivement. Ça a commencé pendant ma carrière, en fait. Parce que c'est vrai qu'en étant freerider professionnel, alors déjà, moi, j'ai fait un choix. C'était que en pleine carrière, déjà, j'ai lancé ma boîte de prod audiovisuelle pour faire nos propres films. Et le choix, c'était que l'argent qui provenait des sponsors était directement réinvesti. Il y avait déjà, entre guillemets, une notion d'investisseur. Ça, c'est un truc que j'avais depuis gamin, en fait, où j'étais habitué à faire, entre guillemets, un peu le marchand de tapis, des fois avec mes parents, des fois avec les amis. Bon, voilà, je sais pas d'où ça vient. On me dit des fois que ça vient de mon arrière-grand-père qui était un peu comme ça dans la famille. Mais bon, ça, je l'avais un peu. Et en fait, cours de carrière, des opportunités se sont ouvertes où je les ai créées et j'ai déjà commencé à anticiper l'avenir. Et puis, je partais aussi du principe, parce qu'on me l'a souvent répété, on m'a dit, ouais, mais vous, la retraite, vous en aurez pas. Vous avez intérêt à vous la préparer. Donc, je me la suis préparée à mesure de mon chemin. Ça a commencé avec une boîte de prod audiovisuelle où on a commencé à faire nos films. Et puis, de fil en aiguille, en étant aussi athlète professionnel, c'est vrai qu'on s'ouvre des portes, on rencontre des gens, et en sympathisant et en écoutant, j'ai eu des fois des idées, j'ai trouvé des associés et je me suis lancé au fur et à mesure de mon chemin d'athlète dans des entreprises, quoi. Est-ce que tu peux décrire un peu tout le panel d'activités que tu as aujourd'hui?
J'en ai beaucoup, mais principalement la première en fait, ça a été déjà en tant qu'athlète de transformer Thibaut Duchazal en tant que société et pas en tant que juste un athlète. Donc j'ai rapidement compris qu'il y avait des droits d'image liés aux sponsors. J'ai monté une SARL tout simplement et je suis passé dans un principe en fait d'entrepreneur, de société et d'homme d'affaires. La particularité de Freerider, et c'est d'ailleurs un bien finalement, c'est qu'on est livré à nous-mêmes et que à la fois j'étais mon manager pour négocier mes partenaires, j'étais mon agent CRP pour aller entre guillemets me vendre dans les médias, les contacter, obtenir des interviews et faire gonfler un peu mon impact et ma résonance médiatique. Et puis j'étais en quelque sorte mon planificateur de déplacement, la logistique, puisque vraiment alors maintenant c'est très professionnel, ou en tout cas ça s'est bien professionnel avec ces structures, mais moi à mon époque il y avait rien. Donc on devait faire tout ça, et finalement sur le tas j'ai appris et découvert plusieurs choses. La boîte de prod audiovisuelle est venue en cours de chemin parce que en fait il y a une dualité d'image et de compétition dans le freeride, et en fait elle dépend souvent d'un choix personnel certes, mais aussi des sponsors. Moi, je sais que c'est beaucoup les sponsors qui ont influé sur le cours de ma carrière. Entre j'ai commencé Image et puis après le Freeride World Tour est arrivé, mes sponsors m'ont dit ouais, t'as vu ce truc-là, c'est bon, t'es pas obligé de participer, mais ce serait bien que t'y ailles quand même. Donc bon, j'avais compris le message qu'il fallait que je passe à la compétition. Et puis après, vers 2010, j'ai changé de partenaire vestimentaire qui lui était plus pour l'image. Donc j'ai rebasculé dans l'image, surtout qu'en fait le gros déclic, ça a été aussi en 2009 où je fais 6e mondial. Je devais avoir en tout et pour tout 8 000 euros de sponsoring avec lesquels je devais payer tous mes frais de déplacement et autres. Donc en gros, je dépensais de l'argent de ma poche pour finir 6e mondial. Et ça avait été un vrai choc pour me dire bon là, il faut vraiment aussi que tu anticipes après et que tu gagnes de l'argent, quoi, que tu vives, que tu remplisses le frigo, parce que là l'argent était juste utilisé pour payer mes frais mais pas pour remplir le frigo. Donc je repasse en image, on fait une web série avec mon pote Laurent Jamet qui est réalisateur, qui est mon fidèle copain de réalisation et de projet film. On monte une boîte de prod audiovisuelle et puis on commence à faire des films. On investit dans du matériel haut de gamme à l'époque, parce qu'on avait déjà anticipé le 4K en image en 2012. Et puis de web série, on fait le constat que on parle d'investissement, les coûts sont élevés et le rendement, ou en tout cas les retours, sont très faibles. On fait des super web séries pour YouTube, à l'époque il n'y en a pas beaucoup, mais si on calcule argent dépensé, nombre de vues, on se dit mais c'est fou, il faut qu'on fasse autre chose ou qu'on diversifie. Donc là on se dit on va commencer à travailler sur des formats films, on était un peu en avance entre guillemets à cette époque-là, et puis on fait des films, et puis moi je découvre une autre activité, c'est celle de distributeur, parce que quand on a des films, si on poste sur YouTube, c'est bien, mais si par contre on veut les valoriser, on veut les vendre, là il faut aller dans le monde de l'audiovisuel. Donc là, je commence à aller sur le MIPCOM, le MIP TV à Cannes, parler avec les chaînes internationales et avoir une logique de faire des films pour les vendre à l'international. Dans le cadre de ton film, avoir aussi des plus petites pastilles que tu mets sur Internet, de la banque d'images pures, pour essayer en fait de créer du revenu purement de l'image que tu as faite, quoi. Parce que l'image, quand tu te déplaces en Patagonie ou Groenland, il y a le réalisateur ou le filmeur, ça dépend comment on voit les choses, mais il y a aussi tous les frais de voyage liés et toute la logistique et les coûts chiffres de malade, quoi. Avec par contre un côté intérêt de la part de l'écosystème des chaînes de télé ou des diffuseurs, parce que ça reste des images incroyables et qui véhiculent du rêve, du voyage. Donc voilà, ça on le construit en fait sur une dizaine d'années. On fait des films régulièrement et puis on arrive à se créer un petit marché à l'international avec des passages dans plusieurs télés. Aujourd'hui on est sur Netflix, là on va passer sur Disney l'année prochaine, avec des films qui sont des films entre guillemets de notre catalogue qui sont un peu vieux, mais voilà, ça c'était la partie boîte de prod audiovisuelle. Seconde partie, au fil des rencontres de ma carrière d'athlète, c'est en fait finalement agence de voyage, puisque alors il y a aussi le fait que j'ai passé mon diplôme de moniteur de ski avant ma carrière et pendant ma carrière pour être diplômé. Étant freerider professionnel, évidemment, j'ai encadré du freeride, et dans le cadre de ces encadrements, j'ai rencontré des hommes d'affaires, des gros hommes d'affaires, et qui des fois m'ont conseillé et m'ont fait que j'ai commencé à faire des voyages. Alors là où j'avais déjà été seul ou avec des boîtes de prod, avec eux. Et je suis devenu un organisateur de voyage. Et puis au fil de l'aventure, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit attends, là t'es tout seul, mais peut-être qu'on devrait faire quelque chose ensemble, et le proposer de manière un peu plus large. Et donc de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une agence de voyage où on a proposé des destinations un peu partout dans le monde. En tout cas les destinations pour lesquelles j'avais un coup de cœur en tant que skieur.
Et donc avec ces destinations-là, on rencontre forcément des personnes qui ont un train de vie conséquent, puisqu'il faut pouvoir se payer ce genre de voyage, mais qui m'a permis de faire des beaux voyages, d'acquérir des compétences en termes d'organisateur de voyage ou d'agence de voyage. Et donc voilà une des autres activités que j'ai développées. Si on continue dans le temps, en parallèle, on remonte à 2015, je suis fan d'images, fan de cinéma, et en passant régulièrement au cinéma à Bourg-Saint-Maurice, le patron du cinéma, Jean Rochat, à chaque fois me dit « Ouais Thibaut, faudrait qu'on organise un festival ou en tout cas une soirée, un de ces quatre ». Puis moi, à chaque fois, je dis « Ouais, c'est cool, mais j'ai pas le temps parce que je fais tellement de choses que je peux pas ». Puis à force d'insister, un jour, je dis « Ok, allez, écoute, on est au mois d'octobre, je vais passer 2-3 coups de fil et puis on lance quelque chose le mois prochain, on fera une soirée à la cool ». Et en fait, de la soirée où on pensait faire qu'un film, comme souvent quand je m'engage dans quelque chose, j'arrive pas à m'arrêter en fait. Et on n'est pas sur une soirée avec un film, mais on est déjà sur une soirée avec une dizaine de films. Et puis la soirée, sans aucune arrière-pensée, parce que moi je pensais simplement à un one-shot, se transforme en des spectateurs contents et qui reviennent direct en disant « Bon, il y a une deuxième édition ». Deuxième édition, ah ouais, mais on n'avait pas du tout pensé à ça. Ouais, mais nous, on vient vous aider sur... Bon, ok, allez. Et là, par l'idée du Winter Film Festival, donc c'est en fait le festival à l'origine du Explore le festival, où pendant 6 ans, pareil, on fait grossir le festival en partant de une soirée avec 10 films à un gros week-end avec 80 films, avec sur la dernière année du festival 4500 spectateurs en salle, à Bourg-Saint-Maurice, le week-end du 11 novembre, c'est-à-dire quand il n'y a pas grand monde. Donc voilà, c'est là qu'est née une autre activité du coup qui est en plus événementiel et qui est aujourd'hui le Explore le festival, puisque le festival a évolué suite au Covid. Voilà, ça, et puis après, pareil, tout au long de ma carrière, et en développant quelques idées de business, ou en tout cas en étant entrepreneur, j'ai ma capacité d'investissement qui a forcément grossi, puisque il y a des activités qui ont fructifié, et j'ai aussi décidé d'investir dans l'immobilier chez moi, à Arc 1950, où là, en famille, on a développé une chaîne on va dire d'appartements premium, et on propose des séjours sur l'hiver et l'été. Voilà, en gros, un petit résumé des activités que j'ai. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu as commencé à travailler ? Le plus marqué, c'est une anecdote. En fait, on a souvent tendance à trop écouter les autres, et avec des images qui sont pour la plupart du temps fausses. Je te donne un exemple. Un jour où je me dis, tiens, ce serait peut-être le moment que pour la retraite, j'investisse dans un appartement en montagne. Je m'étais dit, je sais pas si je vais regarder en haute Tarentaise parce que c'est cher. Peut-être trop cher pour moi, clairement. Et puis voilà. Alors, sur le coup, je me dis, je commence à regarder à l'extérieur. Et puis, je me dis, faudrait peut-être quand même que je regarde chez moi, quoi. Que je regarde aux Arcs, par exemple. Et que je regarde Arc 1950. Arc 1950, c'est le bon exemple parce que l'image, c'était tout le temps, alors au début, Intra-West, quand ils ont fait le programme, c'est Céline Dion acheté ici, Brad Pitt acheté ici, donc directement une espèce de classe sociale qui fait qu'on est, on n'est pas dans la même catégorie et qu'on peut pas, quoi. Et puis je me dis, allez, sans regret, il faut quand même que t'ailles voir, et puis regarde les annonces. Et là, en fait, en regardant les annonces à Arc 1950, on est sur 2015-2016, en fait, l'immobilier à cette époque-là est assez bas, et presque anormal en termes de prix au mètre carré, et je me dis waouh, c'est pas cher en fait, c'est quasiment le même prix que Bourg-Saint-Maurice. J'exagère un petit peu, mais c'était pas loin d'être le cas à l'époque. Et là je me lance, je me dis allez, je vais aller voir la banque, je vais voir Pierre et Vacances, alors Pierre et Vacances c'est l'opérateur du village à Arc 1950, combien ils arrivent à générer de revenus et de loyers, et puis je vais essayer de monter un petit business plan pour le présenter à la banque et pour que la banque me suive, quoi. Et en fait, je présente mon petit projet. La banque me dit, écoutez, ça a l'air pas trop mal, on vous suit. Et puis, je le fais quand même en ayant peur parce que c'est la première fois que je me lance dans ce genre de choses. C'est un gros investissement, c'est un emprunt. C'est des choses auxquelles j'étais pas du tout habitué. Et puis auxquelles surtout mon entourage n'était pas habitué et m'avait jamais tenu par la main pour le faire, quoi. Et je le fais et ça se passe bien. Et derrière, j'enchaîne sur un deuxième. Et je me dis, waouh, c'est fou quand même parce que si j'étais resté sur ma première idée de c'est pas pour moi, c'est même pas la peine de regarder, je l'aurais pas fait. Et l'anecdote va tellement loin que dans cet écosystème du village, des gens qui avaient des grosses affaires dans le village, sur la partie immobilière, n'avaient même pas regardé eux-mêmes, croyant que c'était pas pour eux. Et un jour, le patron de l'école de ski me convoque dans son bureau. Il me dit, ouais Thibaut, j'aimerais te voir là, j'aimerais qu'on parle. Il paraît que t'as acheté. Est-ce que ça fonctionne bien et tout? Je lui dis, étonnamment, oui. J'étais surpris parce que d'une, je pensais pas que c'était possible d'acquérir un appartement ici. Moi, j'ai pas les moyens, je suis pas issu d'une famille qui a les moyens non plus, mais je me suis lancé et ça marche bien. Et ce patron qui avait des encours à plusieurs millions, qui aurait pu le faire très très facilement,
lui-même ne l'avait pas fait, par une image un peu répétée, préconçue, sur laquelle, en fait, cet endroit n'était pas fait pour des gens simples ou pour des gens qui avaient pas de patrimoine économique pour pouvoir faire cet investissement, quoi. Et donc ça fait partie des anecdotes que j'ai appris en tant qu'entrepreneur. Je me fie pas trop à ce que les gens racontent, parce que finalement, au final, des fois, il y en a pas beaucoup qui ont l'ensemble de tous les éléments pour prendre la décision judicieuse, et j'ai tendance à toujours aller gratter par moi-même. Alors, des fois, effectivement, je découvre que je ne peux pas ou qu'on ne peut pas parce qu'il n'y a pas voie de. Mais souvent, on est agréablement surpris parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses qui se répètent qui ne sont pas correctes, pas à 100% en tout cas, et qui fait que des choses sont largement possibles. Tu nous parles de cette anecdote-là. Tu en as sûrement beaucoup d'autres, plus folles les unes que les autres, entre ta carrière dans l'audiovisuel, dans l'événementiel, dans le freeride. Est-ce que tu peux nous en partager qui sont un petit peu croustillantes? Alors, dans la partie athlète, oui, j'en ai un paquet qui sont croustillantes. Je vais en partager une parce que là, c'est même une série d'anecdotes qui est juste... on pourrait en faire un film et quand je les raconte, mes potes me croient pas. Une année, ça doit être, si je dis pas de bêtises, 2018 ou 2019. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé en Russie et j'ai un copain russe qui m'envoie un message en me disant, écoute, j'avais prévu un voyage en voile dans les îles Kouril. Ma femme est enceinte, elle veut pas que j'y aille, du coup, il y a des places qui se libèrent, est-ce que tu veux y aller? Puis moi, sur le coup, à cette époque-là, je suis en pleine carrière, je me dis voyage en bateau, tout de suite dans ma tête, je fais un parallèle avec la Norvège. Je me dis, allez, tiens, pourquoi pas? Attends, je vais passer un coup de fil au photographe, donc à Stéphane. Et puis, si Stéphane est motivé et chaud, bingo. J'appelle Stéphane, je dis, ouais, Stéphane, il y a des places qui se libèrent sur un bateau pour les îles Kouril. Est-ce que ça te dit qu'on y aille? Bon, Stéphane, pareil, adore l'aventure. Il me dit, ouais, allez, bingo, on y va. Et puis, c'est vrai que quand on accepte, on n'a même pas réfléchi, on n'a même pas posé la question de à quoi ressemble le bateau, comment est composé l'équipage, et où est-ce qu'on va vraiment. Et donc, on s'engage. On réserve nos billets d'avion et tout. On arrive proche de la date. Jusque, en fait, à être devant le bateau, on se pose pas trop la question de où on est et qu'est-ce qu'on va faire. Alors, on sait qu'on va faire du ski, qu'on va explorer des îles, mais c'est tout, quoi. Et là, ce jour-là, on arrive devant le bateau. Déjà, on commence à réaliser qu'on est dans le Pacifique Nord, que les îles Kouril, c'est un peu extrême de ce qu'on commence à en savoir. Et là, on se pointe devant le bateau, donc on est dans un port industriel à Yuzhno-Sakhalin. Donc on voit tous les bateaux et là, on voit notre voilier. Et notre voilier, c'est une petite coquille de 11 mètres. Et là, on fait waouh. Et c'est là qu'on commence à se dire, mais en fait, on n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'on allait faire là. Et donc le séjour se lance comme ça. On découvre notre équipage, un équipage russe, très sympa au demeurant, mais on les découvre au fil des jours où nos petits coéquipiers ou nos petits navigateurs ont un peu une tendance penchant sévère pour l'alcool. Le voyage qu'on fait 3 semaines, si tout va bien, sur le bateau. Et donc, avant de partir, on va acheter des vivres et on se dit, on va acheter quelques bouteilles de vin et quelques bouteilles de bière pour tout le séjour, quoi. Bon, en gros, si on résume, on va avoir une dizaine de bouteilles de vin, 2-3 bouteilles d'alcool un peu plus fort et puis des canettes de bière, quoi. Et puis, on part. Alors, au début, en plus, on se rend pas forcément compte de ce qui nous attend parce que la mer est calme, extra calme. C'est vraiment une mer d'huile. On se dit, waouh, génial, mais trop facile l'exploration, ça va être canon, quoi. Ce qu'on voit, par contre, déjà, c'est qu'au bout du 2e jour, le soir, on mange évidemment tous ensemble. Et puis après, chacun va se coucher. Et au bout du 2e jour, en posant la question aux collègues, on dit, mais hier, t'as fait la fête, t'as bu des canons et tout, parce que là, il y a plus de bouteilles, il y a plus rien, quoi. On se dit, non, c'est pas moi, c'est toi. On était 6 sur le bateau en tant que passagers, plus les 3 personnes de l'équipage. Et donc, en se questionnant entre passagers, c'est pas nous. Ouais, j'ai bu un petit coup, mais bon, quand même, pas toutes les bouteilles et tout. En fait, on se dit, peut-être que c'est les gars de l'équipage, quoi. Et puis effectivement, au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que l'équipage aime bien l'alcool. Un jour, je suis dans devant la barre, le capitaine barre, et puis là, je vois derrière lui une bouteille d'eau en plastique, une bouteille de 5 litres. Et puis à l'intérieur, je vois un trognon de pomme. Et je lui dis, mais pourquoi t'as mis un trognon de pomme là dans ta bouteille d'eau? Et là, le mec, il me regarde, il me dit, mais c'est pas de l'eau. Je dis, comment ça, c'est pas de l'eau? Il me dit, non, c'est de l'alcool pur. Je lui dis, de l'alcool pur? Mais pourquoi tu mets la pomme? Il me dit, comme ça, quand tu le bois, c'est moins pur. Je dis, mais c'est de l'alcool pur à combien? Il me dit, 90. Il me dit, goûte si tu veux. Puis moi, je le crois pas, puis je commence à goûter, et là, à mettre le doigt dedans, je trempe le doigt, j'ai une goutte,
Et là, ça me brûle la gorge et tout. Je fais putain, mais il raconte pas des conneries, le gars. C'est vraiment de l'alcool pur. Bon, je me dis ok, pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, un jour et demi après, la bouteille de 5 litres était vide. Et là, du coup, on fait le lien en se disant, attends, donc ils ont torché les 5 litres. Finalement, toutes nos bouteilles, laisse tomber, je sais où elles sont passées. C'est l'équipage qui l'a bu. Bon, on continue notre périple. Et puis, dans le cadre du périple, chaque soir, le capitaine nous dit, bon, bah voilà, là, il y a à peu près 12 heures de navigation pour arriver sur le point suivant. Et sur 2-3 jours d'affilée, les 12 heures, elles se transforment en 20 heures, 25 heures. Et on se dit, mais c'est quand même dingue, comment ça se fait? Alors, la mer, effectivement, elle devient beaucoup plus agitée. Donc, on se dit, il y a peut-être beaucoup de vagues, ils ont peut-être un peu de mal. Et puis un soir, je monte au-dessus du bateau avec le second du capitaine qui fait son quart. Et puis je discute avec lui et là je le vois faire. Le mec en fait, il tient la barre et puis il laisse tomber quelque chose et je vois la barre qui tourne, le bateau qui fait un 180 qui part dans l'autre sens. Puis sur le coup, je me dis allez, je lui dis rien puis j'attends de voir s'il l'a vu quoi. Et il y a 5 minutes qui se passent, le mec n'a rien vu et je lui dis mais au fait, t'as capté là qu'en baissant, le bateau a fait demi-tour et qu'on est dans l'autre sens. Et là le mec me dit merci. Et là, je dis, waouh, ok, alors le lien entre la bouteille d'eau, entre les horaires qui doublent, fait que je comprends qu'en fait, on est avec un crew d'alcooliques, de gros alcooliques. Mais bon, en Russie, je dirais que c'est même pas surprenant, en fait. Mais je le réalise que là, quoi. Et si on va plus loin dans l'histoire, et là, c'est une partie là vraiment anecdote, quand je la raconte, personne ne croit. Donc on est sur ce séjour pour faire du ski quand même. Et donc en fait les îles Kouriles, c'est une succession d'îles entre le Japon, en tout cas l'île du Nord, et le Kamchatka. Il y a une quinzaine d'îles. Et quand on est à mi-chemin, un jour on voit l'île parfaite le matin, on se dit waouh génial, regarde-moi ce volcan là, il est magnifique, il y a de la neige, on va se faire une pure journée et ramener des belles images. Donc on va pour débarquer chaque skieur. Donc ils ont un petit Zodiac, c'est le capitaine du bateau qui monte sur le Zodiac et puis qui à chaque fois embarque 2 skieurs. Donc moi normalement étant le plus capé en termes d'encadrement, c'est moi qui vais le premier, mais ce jour-là j'ai un peu de retard et puis les autres ne souhaitant pas attendre se lancent. Je vois le capitaine qui part avec les 2 premiers skieurs et puis on le voit arriver proche de la côte. Alors la mer est un peu mouvementée et là il verse les 2 skieurs à 3 mètres de la côte. Bon, on voit de loin qu'ils ont mis les chaussures de ski dans la mer, clairement, et qu'ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Je dis waouh, eux ça va pas être cool pour eux. Bref, le capitaine revient. Moi, je lui dis ok, là, j'y vais et tout. Il me dit non, t'y vas pas. Là, c'est l'autre qui va, donc avec mon pote photographe et le deuxième skieur. Donc, il repart sur la côte. Et là, je vois que c'est pas à 5 mètres qu'il a un problème, mais c'est à 25 mètres de la côte. Il retourne le petit Zodiac. Tout le monde passe à l'eau. Le photographe, en plus, bien habillé, bien chargé. Alors, moi, je le suis du bateau, mais c'est ma perception. J'ai l'impression qu'ils sont à 2 doigts de se noyer. Le capitaine revient, donc arrive à remettre son Zodiac à l'endroit, revient sur le bateau, il dit « Oula, moi j'y vais plus, j'ai failli me noyer, l'eau est gelée, j'y vais plus. » Je lui dis « Mais attends, t'y vas plus quoi? Ils sont sur la côte, il faut aller les chercher à minima. » Il me dit « Non, moi je veux plus et tout. » Et puis il a noyé le moteur, et donc le donne au second. Le second répare un peu le moteur, mais le capitaine veut plus y aller. Et je lui dis non, mais là faut à minima, faut quand même qu'on aille chercher les gars quoi. Il me dit non, moi je veux plus y aller, on n'y va pas, c'est mort. Bon, on essaye de trouver une solution pour essayer de récupérer l'équipage, enfin en tout cas l'équipage, la partie de skieurs de passagers. Pendant 1 heure, les gars se disent bon allez, on va peut-être aller là-bas, on va là-bas. Et au bout d'un moment, on dit bon on va vers la petite crique quoi. Et puis là, c'est les Russes qui ont le leadership à ce moment-là, et ils me disent on va les récupérer là-bas. Et moi, je regarde un peu la côte, je dis mais attendez, là il y a une falaise sur la plage, là jamais ils vont passer la falaise. Si c'est bon, t'inquiète, ça passe, ça va le faire. Alors bon, c'est les capitaines, je m'impose pas trop, je dis ok, on y va. Donc on se rapproche de cet endroit. Ce qui fait, c'est que le capitaine ne voulant plus aller à l'eau, il envoie pas le second, mais l'assistant du second, qui lui monte dans le Zodiac, part à la rame. Et puis évidemment sur la partie de falaise, ça passe pas quoi. Il essaye de passer, mais lui il y arrive pas. Je dis tu vois, si lui il y arrive pas, qu'est-ce que tu veux que les mecs avec les skis, les chaussures de ski y arrivent? On est dans une petite crique en attendant que l'assistant du second revienne. Et à ce moment-là, on se rapproche des cailloux et je dis au capitaine mais attends, t'es sûr qu'il y a de la profondeur là parce que moi je vois les cailloux venir et tout. Et là il me dit non mais c'est bon, t'inquiète, pas de problème. Et là quand le bateau fait donc un cercle, à un moment donné, la quille touche le fond. On entend la quille qui touche la caillasse, on est projeté en avant, et là, tilt direct, ça fait, attends, on est en plein milieu du Pacifique, on est tout seul, il y a personne qui vient nous chercher, la quille vient de toucher le caillou, mais on va couler, quoi. Et là, je vois le second qui descend vite dans le carré de vie, et qui commence à soulever les coussins pour voir s'il n'y a pas une voie d'eau.
et qui me regarde et qui se fait signe de croix en mode Ave Maria, j'espère qu'on va survivre. Là, gros moment de stress parce qu'on est déjà dans le truc, on a des personnes qui sont sur la côte, il faut aller les chercher, et puis en plus là ils sont à deux doigts de nous couler le bateau. Donc moi en plus j'y connais rien dans le voile, j'en ai jamais fait honnêtement, j'ai fait 2-3 fois du bateau mais pas sur des séjours comme ça. Là je commence à dire mais c'est quoi ce truc là, on va y rester, c'est du grand n'importe quoi. Bon, il se trouve qu'on n'a pas de voie d'eau, tant mieux, et puis là ça a toujours pas résolu le problème de comment on va aller chercher les gars sur la côte. La voie de passer par cette falaise est évidemment un fail. L'assistant du second revient et dit bah j'ai une nouvelle idée. Je vais envoyer l'assistant. Il va prendre des ballons imperméables, les lancer sur la côte. Ils vont la récupérer. Ils vont venir. Je dis mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est n'importe quoi. Il y a aucun sens. Et c'est pas quoi. Il me dit si fais-moi confiance. Bon. Pareil, là, je laisse encore faire, mais ça commence à monter en pression, quoi. Je me dis, mais là, ils nous font n'importe quoi. Ça sent le roussi sévère. Je laisse faire. Bon, évidemment, fail total. Et puis, au bout d'un moment, je dis, écoute, moi, je vais te raconter ce qui va se passer. Là, il n'y a pas de moteur, tu veux pas y aller. Moi, je vais y aller. Je vais y aller à la nage. Je vais aller chercher les mecs. Parce que là, on n'a pas le choix. Faut aller les récupérer. On est au milieu de nulle part et tout. Le gars me regarde, fait, à l'eau froide, tu vas y aller comme ça? Je dis, bah, en fait, tu veux qu'on fasse quoi, là? Tu veux qu'on les laisse? Donc, bah, je me sacrifie. Hop, je pars à nage. Moi, j'ai un passé de nageur. Ça fait partie de mes carrières de gamin où j'étais très fort nageur. Je commence à y aller. Donc, évidemment, on est dans le Pacifique. L'eau, elle est à 3 degrés. Je me dis bon allez, je mets les sous-couches de vêtements légères pour faire une espèce de couche. Enfin ça c'est un peu dans l'adrénaline et autres parce que bah il faut bien s'encourager tout seul. Et puis au moment où je pars sur le petit Zodiac, le gars me dit au fait j'ai une combinaison néoprène, tu veux la mettre? Là je le regarde, je fais non mais toi tu te fous de moi sérieux, mais franchement je vais te taper quoi. Et donc je prends sa petite combinaison néoprène qui faisait que quelques millimètres, mais c'est toujours mieux que la sous-couche de skieur. Et puis je commence à partir à la rame. Évidemment, bah les 50 derniers mètres, avec tellement de vagues qu'il y a, je dois les faire à la nage. Donc je m'étais pris un harnais, accroché le Zodiac, j'arrive sur la côte. Et là, j'arrive sur la côte en mode à la cool. Bon les gars, c'est bon, je suis venu vous chercher, génial. Et là, je vois les 4 en panique qui me hurlent dessus. Faut qu'on se casse, il y a un ours. Non mais qu'est-ce que vous me racontez encore? Et là, il me dit non, si, on s'en va, il y a un ours. Et là, il me montre au-dessus d'eux, et effectivement, un ours qui était en stand-by. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas vrai, mais cette journée, c'est la journée cauchemar, quoi. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, on y va. Évidemment, ils veulent tous monter dans le Zodiac, mais c'est une toute petite embarcation. J'ai dit, bon, bah, allez, 2 par Zodiac, on va voir si on arrive à sortir, quoi. Donc, il y a des séries de vagues qui sont assez grosses. Eux, ils sont tellement en panique, les 2 premiers montent dans le Zodiac, et moi, je me mets à la nage derrière. Mais les vagues sont tellement grosses que ça manque pas. Première vague, on se fait retourner le Zodiac, tout le monde à la flotte, on revient sur la côte. Tout le monde en panique, et puis les 4 sur la côte tellement en panique avec l'ours qu'en fait, non seulement ils mettent pas, mais ça devient même aussi des boulets entre guillemets quoi. Donc moi je suis un peu en mode essayer de garder mon calme, extraire tout le monde. Je dis bon allez, il faut qu'une personne parce que là on n'a pas le choix. Alors évidemment ils se battent parce qu'il y a une question de survie chez eux pour en mode attends il y a un ours, faut qu'on se casse. Donc bon il y en a un qui part, pareil la vague est tellement énorme, on se met une première vague qui nous retourne de nouveau, on revient sur la côte et puis le bateau à chaque fois qu'il est rempli d'eau et de sable, en plus il devient mais méga lourd et c'est une catastrophe parce que moi j'ai les muscles qui congestionnent. Bon, on refait un deuxième essai et là on arrive à passer la vague. La personne dans le bateau, dans le Zodiac, ne m'aide pas du tout, donc en fait moi ce que je fais c'est que je nage derrière le bateau, je le pousse, je le propulse entre guillemets sur une centaine de mètres et puis après je monte dans le Zodiac et puis je rame jusqu'au bateau quoi. Je vais jusqu'au bateau, je dépose le premier, je reviens et puis en fait à chaque fois que je reviens, je vois l'ours qui se rapproche en fait. Donc j'arrive sur la côte, je prends donc le deuxième, il en reste 2 autres. J'essaye de l'extraire de la même manière, pareil, les vagues sont encore grosses, ça retourne le bateau, je congestionne, j'arrive à passer, je ramène le deuxième. Et puis quand je viens pour chercher les 2 autres, en tout cas dans ma tête prévu de les extraire un par un, là j'arrive sur la côte et donc l'ours se rapproche et là les 2 ils me disent ah non mais là c'est pas un par un, là c'est les 2. Je dis ouais mais on a essayé, ça marche pas, y a trop de poids, le bateau va se faire retourner et tout. Puis ils sont tellement en panique et puis moi je vois l'ours arriver tellement près que je fais bon de toute manière on n'a pas le choix, allez on y va quoi. Et là coup du sort ou je sais pas mais coup de chance énorme, on arrive à passer à la première vague sans se faire retourner. Donc moi je nage, je suis dos à la côte en fait, je le vois pas et les mecs me disent putain l'ours est là. Et en fait, effectivement, je me retourne quand je suis à même pas 50 mètres du bord et l'ours, il est vraiment sur la plage. Et là, je me dis, putain, le machin, il va nous suivre, on est mort. Et là aussi, coup de chance, il s'arrête et je rentre au bateau, totalement crevé. Et là, le pompon de l'anecdote, c'est que le crew russe vient me voir et me dit, ah, franchement, t'es un héros, c'est incroyable et tout, t'es un grand malade et tout. Moi, je l'aurais pas fait et tout. Et comment ça, je suis un grand malade, je l'aurais pas fait. Le second, il me dit, bah ouais, il y a des requins blancs dans ces eaux. Je dis, non, mais tu déconnes et tout. Il me dit bah non regarde et il me montre des photos et là je me dis putain mais c'est
Voilà, bref, grosse une grosse journée. Waouh, c'est incroyable. Et à chaque fois que je la raconte, les gens me croient pas parce que ça paraît tellement énorme que voilà. Et heureusement, heureusement, pas heureusement, mais le photographe Stéphane qui est là pour la raconter le certifie et c'était une anecdote de dingo, quoi. Voilà. Bref, l'aventure avec un grand A. Eh ben, dis donc, on y était, hein, dans cette histoire. Bon, bah, écoute, c'était vivant comme anecdote, en tout cas. Si on reprend ton parcours pro, est-ce que tu as commis une grosse erreur à un moment donné, stratégique, opérationnelle, et qu'est-ce que tu en retiens? Ah bah des erreurs on en commet tout le temps en fait, faut être clair. Moi en fait commettre des erreurs c'est pas le problème. Ce qui est intéressant dans l'erreur, c'est de l'analyser, de bien comprendre ce qui a pas été, le corriger, rectifier le tir et avancer plus vite derrière. J'en ai fait en cours de carrière quand j'ai fait des changements de marque en croyant que je faisais une bonne opération et puis au final en perdant des repères, en perdant un écosystème et le temps de se réadapter, en pensant gagner au final j'ai perdu. Et dans l'entrepreneuriat, pareil, des fois en pensant avoir une super idée, en voulant la mettre en place, parce qu'on pense qu'on va gagner du temps ou qu'on va gagner plus, en fait on déstabilise tout un écosystème ou tout un process qui est en place. Et le temps des fois de le restabiliser, en fait on a perdu beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait, quoi. Donc des erreurs en fait j'en fais aujourd'hui encore souvent, hein. Mais disons que dans l'approche maintenant j'essaye, quand il y a des décisions importantes à prendre ou quand il y a des changements d'orientation, d'analyser ou de prendre plus de temps d'analyse sur pourquoi je vais le changer, qu'est-ce que ça va m'amener, et surtout au-delà de l'éphémère, de prendre un peu de hauteur et de me dire ok, le changement ou la décision que tu vas prendre, en quoi elle va te demander plus de temps d'adaptation et quels sont aussi les paramètres extérieurs que tu maîtrises pas toi, mais que tu vas devoir en tout cas régler, faire évoluer pour que ça aille vite ou pour que ça aille bien. Donc voilà, c'est peut-être un peu pas précis comme réponse, mais les erreurs on en fait tous les jours, façon de parler, mais on en fait souvent, quoi. Et c'est pas vraiment grave en fait, c'est pas grave l'erreur. L'important c'est de prendre du recul et de savoir pourquoi on a fait l'erreur, d'identifier les raisons et de les corriger, les gommer. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné quand tu étais enfant ou adulte et qui t'a marqué, qui a été un peu ton driver, quel meilleur conseil qu'on ait pu te donner de toute ta vie? En fait, on m'a jamais vraiment donné de conseils. Ça peut paraître dingue, mais je pense que c'est ce qui a forgé aussi ma personnalité et mon parcours. C'est que j'ai jamais eu la chance dans les environnements ou les écosystèmes dans lesquels j'ai évolué d'avoir des mentors ou d'avoir des gens qui avaient les connaissances et qui me permettent d'aller plus vite. Et donc j'ai dû à chaque fois m'auto-former, chercher, m'éduquer, être curieux. Et c'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui. C'est que comme j'ai un peu ce process d'être curieux, de vraiment me renseigner, de vraiment en savoir plus, de chercher à aller encore plus loin, de mettre le curseur encore plus haut, c'est un gros plus aujourd'hui. Mais j'ai pas eu de conseils, et pourtant j'aurais aimé, hein, parce qu'il y a des erreurs que j'aurais pas faites, il y a des choses que j'aurais faites différemment, mais j'ai pas eu cette chance. C'est pas non plus un regret, hein, et c'est pas grave, mais c'est vrai que les écosystèmes dans lesquels j'ai évolué, j'ai pas forcément eu ces personnes qui auraient pu me donner les bons conseils pour éviter de commettre certaines erreurs. Mais dans un sens, c'est pas plus mal aussi, parce que commettre les erreurs, prendre ces chutes, font que quand tu te relèves, si tu as la bonne approche, justement, tu te demandes pourquoi et tu les corriges par toi-même et tu les refais pas. Alors, un peu de prospective pour terminer cet épisode. Les industries du tourisme et des sports outdoor, ils ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, surtout avec toi qui étais justement avec différents points de vue dans ta carrière. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué? Si on parle du tourisme, il y a un changement de comportement, on va dire, du consommateur qui évolue très rapidement sur les séjours courts, les types de séjours, les activités, les destinations, les habitudes. En fait, aujourd'hui, je pense que, alors, quand on est entrepreneur, faut faire beaucoup de veille, regarder ce qui se passe chez nous, mais surtout ce qui se passe aussi à l'étranger, parce qu'on a tout le temps, nous occidentaux, tendance à avoir un spectre sur nous-mêmes. Mais je pense qu'il faut avoir une vision mondiale, regarder ce qui se passe un peu partout pour en tirer des enseignements, des fois pour en tirer aussi des idées, pour être réactif. Je pense qu'aujourd'hui, et ça c'est valable dans le tourisme, c'est valable dans les stations de ski, on en parle, mais faut peut-être en fait enlever certaines œillères qu'on avait, être un peu plus curieux. C'est vrai qu'on fait des choses très bien, qu'il y a des endroits où ça se passe très bien, la Haute-Tarentaise par exemple en termes de ski. À l'instant T, il n'y a pas trop de difficultés, mais je pense que justement, il faut essayer de regarder dans 10 ans, dans 20 ans, en se disant où je vais. Après, je pense que personne n'a la boule de cristal, clairement. Prendre des directions, oui, il faut, mais des fois c'est tellement aléatoire et aujourd'hui on voit bien qu'on est soumis à des crises sanitaires, à des crises énergétiques dont on n'avait aucune idée ou dont on pouvait peu les identifier, notamment la crise sanitaire,
que il faut essayer d'anticiper des scénarios, il faut essayer de diversifier, mais sans avoir sans être sûr que ça se produise ou sans être sûr que ça marche, quoi. Donc moi je dirais que être réactif en fait, être réactif à l'instant T, bien sûr avoir une stratégie globale, mais aussi avoir des voies de sortie sur cette stratégie ou des réorientations possibles de manière à pouvoir rapidement quitter son système et en mettre en place un autre qui est plus adéquat et qui répond à la situation. Merci beaucoup Thibaut Duchosal, entrepreneur, skieur et explorateur, d'avoir été notre invité pour cet épisode. Voici les 3 points clés à retenir. Le premier, c'est qu'on a souvent tendance à trop écouter les autres et ils ont parfois une vision assez distordue de la réalité. N'ayez pas peur de regarder cette réalité en face, par vous-même. Ne vous fiez pas à ce qu'on dit, vous pourriez y découvrir de très bonnes surprises. Le deuxième point, quand vous voulez changer quelque chose dans votre écosystème pour l'améliorer, méfiez-vous des raccourcis qui peuvent en fait se révéler être des pertes de temps. Anticipez bien en amont le temps qu'il vous faudra pour restabiliser votre écosystème après le changement. Et enfin le troisième point, faire de la veille est indispensable quand on est entrepreneur. Mais il ne faut pas se contenter de la veille proche de soi. L'idéal est de regarder ce qui se passe aussi à l'étranger. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître les épisodes et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveau dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE ? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.